Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Bon, la dernière vidéo, j'ai dû un petit peu y mettre fin à l'arrache parce que j'arrivais à la limite de temps auquel j'avais le droit parce que en fait, j'ai plus beaucoup de place sur mon phone et donc du coup, c'est limite mon temps de vidéo et c'est aussi pour ça que j'aime pas faire des vidéos qui durent plus de 20 minutes. Mais là, il y avait des matchs à rattraper. Tu vois, j'aurais aimé faire plus de vidéos, mais comme j'étais malade, j'ai dû tout condenser en une et c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai pas vraiment eu le temps de la finir. Il y avait d'autres trucs sur lesquels je voulais revenir mais j'ai pas eu le temps. Euh, quelque part, quelque part c'est pas plus mal parce qu'en fait ce sur quoi je voulais revenir c'était la situation de Lonzo Ball et comme ça a évolué depuis, du coup ça aurait été un petit peu obsolète. Mais bon, du coup on va faire ça maintenant parce que Lonzo Ball, on le rappelle, est blessé au poignet depuis la fin octobre. Au début on nous a dit c'est l'histoire de 10 jours, il sera réévalué après. Il a été réévalué et on nous a rien dit pendant 4-5 jours derrière ça. Et puis finalement, Lonzo Ball lui-même a dit qu'il se sentait bien, qu'il visait ce week-end pour revenir. Et Billy Donovan, dans la foulée, nous a dit, c'est peut-être un petit peu optimiste de sa part, je pense qu'il y en a encore pour au moins une semaine de plus. Et puis hier, avant le match à Cleveland, en interview d'avant-match, il nous dit que Lonzo, quand il réceptionne des passes, il a encore des douleurs à son poignet. Donc du coup, c'est compliqué. Et c'est difficile d'estimer quand il va vraiment être capable de revenir et que ça peut prendre entre une, deux, 6 semaines. Pourquoi pas? Vas-y, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 4 ans. On sait pas, on sait jamais. Mais bon, bref, Lonzo Ball, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. Et ben, en fonction de comment c'est les gènes qu'il ressent au niveau du poignet quand il réceptionne des ballons, etc. Comment ça va être géré, comment ça va diminuer, si ça va augmenter ou quoi. On va voir, on va voir. Et pour l'instant, on nous dit entre 2 et 6 semaines. Donc je le verrai pas à Chicago la semaine prochaine, c'est cool, ça fait pas du tout chier. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler. Parce que bon, voilà. Les infos qu'on a au compte-gouttes, voilà, celles qu'on a actuellement, elles sont quand même pas géniales. Mais donc, match à Cleveland hier soir, et oh là là, quel match on a encore vécu, oh là là. Le moins qu'on puisse dire sur ce match-là, c'est que les efforts défensifs qu'on avait un petit peu soulignés sur les derniers matchs, les meilleures entames de match, où on était un peu plus dedans, où on faisait des contests, où on était appliqué, il y avait de la communication, il y avait des rotations qui étaient mieux faites, etc. Tout ça, boum, dégage. Hier soir, ils ont fait non, non, pas envie. Ce soir, non, non, on va pas faire ça. Et effectivement, ça nous a donné un premier quart-temps historiquement, historiquement ridicule. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la franchise, 59 ans bien tassés quand même, hein, on n'avait jamais encaissé autant de points dans le premier quart-temps. 49 points. Et écoute bien les stats. 19 sur 22 au shoot. 90% au shoot. Hein. 12 sur 12 à 2 points. Donc tout ce qui n'est pas 3 points, que ce soit dans la raquette ou tout ce qui est à l'intérieur de la ligne à 3 points, 12 sur 12. Tu te dis, les mecs, ils sont en feu. Ils ont rentré plein de shoots. En même temps, on les a bien aidés à être en feu aussi, parce qu'il n'y avait rien. Protection de cercle, zéro. Défense sur les drives, zéro. Les mecs, ils cut dans le dos. Il n'y a personne pour venir faire un contest. Les mecs, ils ont enchaîné les lay-ups d'une facilité, mais tu sais, comme à l'échauffement, les mecs, ils défilent au lay-up. Invraisemblable. On était battus sur tous les pick and roll. On suivait pas sur les screens. On a laissé des espaces invraisemblables. Comme en début de saison. Comme en début de saison, tout simplement. Donc une parodie. Une parodie de défense. Et, euh, et donc les Cavs mettent 49 points au premier quart-temps, avec des pourcentages absolument mais hors du temps. Même sur Touquet, t'arrives pas à faire ça, tu sais. Même sur Touquet, tu mets pas de 49 points à 90% sur un quart-temps. Ça n'existe pas. Mais les Bulls, ils sont plus forts que Touquet, donc voilà, ils font ça. Et ça a continué derrière, quoi, parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc Cleveland a continué à tout rentrer. Ils vont même ajouter des lancers francs, parce que les rares fois où on se dit, tiens, on va peut-être défendre ce drive-là, on n'arrive pas à le faire sans faire faute. Donc du coup, Cleveland va mettre quelques lancers francs. Guidé, il est totalement, mais à la rue complet. Il enchaîne les fautes, Kobe White aussi. Les deux ont 3 fautes à la pause. Et donc, du coup, Billy Donovan se dit, comme Guidé, il est totalement à la rue, je vais mettre Ayo Dosunmu dans le 5 de départ à la reprise, au troisième quart-temps, à côté de Kobe et des autres.
Sauf que Ayo, qui avait déjà 2 fautes, il en fait 2 de plus en l'espace de 1 minute. Donc il a 4 fautes. Il ressort. Billy Donovan remet Josh Giddey. Au bout d'1 minute, boum, 4e faute. Il ressort, remplacé par Terry. Et là tu dis mais c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Et pourtant, c'est une bonne période des Bulls dans ce match-là. Parce que on a eu un énorme impact dans le deuxième quart-temps grâce à notre banc. Terry, Phillips, Ayo et même Matas, ils sont tous rentrés et ils ont eu des minutes intéressantes. Que ce soit par... euh, chacun un truc différent. Ça peut être un impact défensif, ça peut être des rebonds, ça peut être du shoot. Ayo a fait évidemment très très bonnes choses en attaque du cercle et défensivement. Terry a fait des super contests et des gros seul play où il a pris des tampons toute la soirée. Euh, Matas est rentré, il a mis 2 paniers à 3 points. Il a fait un bon contest défensif. Il allait chercher un entre-deux. C'est pas pour ça qu'il a joué après dans le reste du match, mais enfin bref. Euh, donc tous nos remplaçants, plus ou moins, Jalen Smith aussi, mais pas de manière très prononcée, mais ils ont tous eu un impact assez positif. Ça a relancé un petit peu l'équipe. Mais le duo qui a vraiment permis aux Bulls de se relancer, parce que dans le deuxième quart-temps, on s'est retrouvé à -19, comme d'hab, tu vois, on se retrouve tout le temps, tout le temps. On est à -18, -19, -20. Et on revient, une fois de plus, grâce donc à l'apport du banc, et 2 joueurs qui ont vraiment mais, cartonné. C'est notre duo de Caroline du Nord, Patrick Williams et Kobe White. Et là, Patrick Williams, honnêtement, je suis bluffé. Agréablement. Je suis agréablement bluffé. J'ai surkiffé. Honnêtement, mais honnêtement, je pense que c'est un de ses meilleurs matchs au Bulls hier. Pas en termes de stats, mais dans sa maîtrise, dans l'impact qu'il a eu, dans plein de trucs. Il a été excellent. Il a été hyper altruiste. Il a donné des super passes décisives. Franchement, il a régalé, que ce soit pour... il était en post-up, il bousculait son type. Il y avait un cut, boum, il trouvait Dalen Terry backdoor. Euh, il est derrière la ligne des 3 points, ça vient sur lui, boum, il retrouve Kobe White qui met un 3 points. Il a fait les bons choix balle en main, quasiment tout le temps. Et il a terminé avec un record en carrière, 9 passes décisives. Waouh! Waouh. Il a été très très fort. Et plein de fois, euh, quand il est posté dans un corner ou derrière la ligne à 3 points, quand il reçoit la balle, il hésite, tu vois, il commence il reste là, il bouge pas. Ou s'il fait un truc, il part en dribble et il perd la balle. Là, la balle lui arrive dans les mains, boum, il sait exactement ce qu'il doit faire, hyper fluide, boum, boum. Franchement, il m'a bluffé. D'habitude, il ralentit le jeu, hier soir, tout le contraire. J'ai surkiffé son match. Il a été agressif quand il fallait, il a donné des bons ballons quand il fallait. Il m'a régalé. Parce que dans les stats, il fait 17 points. C'est pas extraordinaire, tu vois, c'est pas... Voilà, il a fait des meilleurs matchs que ça au scoring. Après, super efficace. 5 sur 7 au shoot, 4 sur 5 à 3 points. C'est pas le match le plus... Voilà, il a pas fait un match à 40 points non plus. De la part de Patrick Williams, faut quand même pas non plus... voilà. Mais pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs en carrière en termes de... Je sais quoi faire quand j'ai la balle. Euh, je ralentis pas le jeu. Je fais les bons choix. J'ai donné des passes décisives. J'ai attaqué le cercle. J'ai été efficace quand j'ai pris des shoots. Franchement, je l'ai rarement vu autant à l'aise. Continue comme ça, mon Pat. Go crazy, Pat. Parce que là, waouh. La semaine dernière, je disais, j'en peux plus de Patrick Williams. Mais là, waouh, sur les matchs qu'il a fait depuis. Mais c'est toujours pareil avec Patrick Williams. C'est au moment où tu es prêt à lâcher l'affaire qu'il va sortir 2 3 matchs pour te remettre dans le truc, te remettre dans le wagon et dire ah, si, il était toutes les semaines comme il est là depuis 3 matchs. Mais, mais limite, le contrat qu'il a signé, on l'aurait underpay, tu vois. Mais bon, on sait bien qu'il va falloir plus que 3 matchs pour. Mais voilà, là, ce qu'il montre depuis une semaine, rien à redire. Fabuleux. Impliqué défensivement, impact offensif, pouah, il est énorme. Et l'autre, évidemment, c'est Kobe White qui a été excellent dans ce match-là pour nous relancer. Il a apporté énormément de scoring, il a attaqué le cercle, il a rentré des 3 points, même des fois un bon mètre derrière la ligne, mais c'est des shoots qu'il aime bien prendre et on sait qu'il a ses spots favoris et quand il est dessus et qu'il est chaud, ça enchaîne. Euh, il va mettre 16 points dans le troisième quart-temps, 16 de ses 29 points dans le troisième quart-temps, et il va être grandement responsable du fait que on était à -19 et on va passer devant.
À un moment, on va même passer devant. Alors après, Cleveland va reprendre le contrôle un petit peu euh, grâce à du small ball, parce que on l'avait pas dit encore, mais Mobley était pas là pour eux. Et, euh, et donc peut-être que ça a forcé quelque part ce small ball qu'ils ont mis à un moment donné, avec Allen qui était laissé qui se reposait sur le banc, et du coup, voilà, un 5 de taille assez réduite avec Wade, avec Jérôme, etc., avec Levert. Mais ça a marché pour eux, ils ont été capables d'aller chercher des bons rebonds, et on a souffert quand ils ont aligné ce small ball, ils ont mis du rythme, ils ont mis des 3 points, et du coup Cleveland a repris un petit peu d'écart, et on a pas mal souffert quand ils ont aligné ce 5-là. Et on a aussi souffert quand on a aligné un 5 précis dans le quatrième quart-temps, qui était un petit peu étrange. On a aligné Vooch, Guidi, qui était totalement à la rue, Ayo, Phillips, Terry. En soi, il n'y a rien de mal dans ce 5-là particulièrement. Mais à ce moment-là du match, avec un Guidi qui est totalement à la rue et un Vooch à qui on n'a absolument pas donné de ballon, bah, offensivement, il n'y a rien qui peut arriver de ce 5-là. Vooch touche pas un ballon, Guidi est à la rue et ne touche pas un ballon non plus. C'est Terry qui remonte la balle ou Ayo. Donc on fait ok, bah pourquoi il est là, Guidi, du coup? Parce qu'il sert absolument, mais alors vraiment, vraiment, vraiment à rien, quoi. Et du coup, ce 5-là, bah, qui peut mettre des points? Parce que si tu files pas la balle à Vooch, Ayo est le seul capable d'un petit peu. Voilà, mais voilà, il n'y a pas de menace extérieure. Tu peux pas attendre de Terry et Phillips qui enchaînent les paniers à ce moment-là du match. Et du coup, on s'en sort très très bien parce que Cleveland marque très peu aussi à cette période-là du match. On fait des bons contests, mais aussi ils loupent beaucoup de shoots ouverts. Honnêtement, tous les shoots qu'ils mettaient au début, là c'est une période où ils en mettent un peu moins. Mais on n'a pas réussi à en profiter parce que nous, bah, on a un 5 où t'as pas vraiment d'attaque, quoi, t'as pas vraiment de scoring. Et donc du coup, bah, pendant 2-3 minutes, le score est plus ou moins le même, bouge très très peu. Cleveland met 2-3 lancers, mais c'est tout, quoi. Ayo met une claquette. Mais du coup, voilà, on n'a pas vraiment profité, quoi. Et les Cavs non plus, on n'a pas profité non plus, parce qu'on a eu 2-5 là qui étaient un peu, qui se neutralisaient l'un l'autre, et ça a été un petit peu, voilà, le score a pas beaucoup bougé. Et, mais ça donne un match, bah, une fin de match ouverte si on veut, parce qu'on était à 4 points. Il restait 2 minutes 40 au chrono, et on était 4 points derrière, 123-119. Tu te dis, c'est jouable, c'est prenable, on peut aller le chercher. Mais la fin du match, derrière ça, ça a été une catastrophe absolue. Le tournant, il arrive à 2 minutes de la fin. Euh, Cleveland loupe un shoot, Ayo récupère le rebond, et il y a Kobe et Zach qui partent comme des flèches de l'autre côté. Donc il envoie un long ballon devant, sauf que ni Kobe ni Zach va au ballon. Parce que chacun pense que l'autre va aller chercher le ballon. Donc du coup, les mecs qui se retournent, ils font ah mais tu vas bon bah ok. Et du coup bah entre-temps Cleveland a récupéré la balle et comme les deux ils sont de l'autre côté à se dire mais t'y es pas allé, ils sont pas revenus en défense. 3 points grands ouverts pour Caris Levert, ficelle et derrière bah c'est le tournant parce que derrière tu reviens plus. Derrière tu reviens plus. Et comme c'est un match de la NBA Cup, oui parce que la NBA Cup, et oui, du coup, le différentiel de points compte. Donc les Cavs, ils continuent à y aller à fond. Et nous, on est là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais oui, c'est vrai. Et nous, on défend plus du tout. Là, on a terminé, on a arrêté. On a fait, ah, c'est mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a même fait rentrer le banc. Il y a Bouzelis, le seul temps de jeu qu'il a eu dans la deuxième mi-temps, c'est les 40 dernières secondes en garbage time. On a même fait rentrer Chris Duarte, on a même fait rentrer AJ Liddell. Vous savez, c'est sa première apparition avec l'effectif principal. Et du coup, pendant ce temps-là, Cleveland, ils retournent à fond la caisse. Sur les 2 minutes 40 de la fin, les Cavs ont mis un 21-7 pour passer de plus 4 à plus 18. Et nous, on se retrouve avec 144 points encaissés et on perd 144-126. Sans déconner. Sans déconner. Cette fin de match, elle était invraisemblable. Donc voilà, pour la NBA Cup, on se met bien déjà. Hein, tu sais que là, tu sais qu'on la joue à fond. En même temps, bon, on s'en branle, c'est la NBA Cup. Mais, mais voilà, cette fin de match, voilà, on était à -4. Et d'un coup, boum, -18. 2 minutes 40. Waouh. Bref. Euh, donc, large défaite avec voilà. On n'a toujours pas gagné un match en NBA Cup ou In-Season Tournament, peu importe le nom que tu lui donnes d'une saison à l'autre. L'an dernier, on avait fait 0-4
Et là, bah, on commence par une défaite. Et le prochain match, c'est vendredi prochain à domicile contre Atlanta. J'y serai, donc peut-être que je vais vivre l'histoire et que je verrai la première victoire des Bulls en NBA Cup. Ouh, j'ai trop hâte. Mais bon, qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? L'énorme prestation de Patrick Williams, qui était franchement fabuleux. Kobe White, qui était fabuleux aussi. Les 32 passes décisives. Je crois que c'est la 6e ou 7e fois qu'on fait un match à au moins 30 passes décisives cette saison. Donc, c'est quand même excellent. On est dans le top 5, top 6 de la ligue aux passes décisives. L'apport du banc qui a été excellent aussi et qu'il faut retenir. Mais il faut aussi retenir la parodie de défense. La maladresse de Zach LaVine qui a fini à 8 points, 4 sur 16 au shoot, qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en rythme. Défensivement, qui était paumé aussi, mais qui a fait 9 passes décisives, donc qui a quand même vu que parfois ça rentrait pas et qui a décidé un peu d'avoir un impact autrement, donner des ballons, donc pourquoi pas. Et un Josh Giddey, mais nullissime. Nullissime. Josh, non, non. Son pire match, et de très très loin. Ciblé en défense, totalement dépassé. Euh, les mecs qui voyaient Josh Giddey, ils étaient là. Oh, 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 oh. Eh, fais-moi un screen et mets-moi sur lui. Boum. Et derrière, il se faisait défoncer. Défoncer. Il a joué que 15 minutes, parce que fall trouble, parce que nul à chier. Il a trouvé le moyen en 15 minutes d'être à moins 27 au plus minus. Aucun impact offensif. 5 points, 2 sur 9 au shoot, une seule passe décisive. Premier drive qu'il a fait, il s'est fait bâcher. Derrière, il a disparu des radars. Mais totalement ridicule. Il n'y a pas une action où tu t'es dit « Oh, bien joué, Josh !» Non. Il s'est fait défoncer. Défoncer. Après, faut pas s'étonner quand il est absent des fins de match. Parce que là, ça fait 4 matchs de suite dans le Money Time. Josh Giddey, il est sur le banc. Mais c'est normal, avec une défense aussi pauvre et un impact offensif aussi minime. C'est normal. C'est normal qu'il soit sur le banc. Tu peux pas, quand tu essaies de gagner des matchs, tu peux pas dire oh Josh Giddey, on va le mettre sur le parquet pour les 5-6 dernières minutes du match, il va faire des différences. Ah oui, il va les faire, mais en faveur de l'autre équipe, quoi. Donc du coup, ben, c'est compliqué, quoi. Donc il est en train de revivre ce qu'il a vécu à OKC, quoi. Ça a duré voilà, 13 matchs. 13 matchs. Enfin, même pas, parce que ça fait déjà 4 matchs qu'on le met sur le banc quand le match se décide à la fin. Donc voilà. Après, même lui, il l'a dit hier après le match. Il a dit si j'étais Billy Donovan, je me serais pas fait jouer non plus parce que j'étais nul à chier. Ok, c'est bien, c'est honnête, mais j'attends la réaction, quoi. Parce que c'est bien de le dire. Et le match d'après, tu fais quoi? Parce que ça fait 4 matchs de suite que bah, c'est quand même très très laborieux, quoi. Il y a eu un match à 13 passes décisives, 0 ballon perdu, mais l'impact offensif, la défense, enfin, il y a eu des passages en début de saison où tu te disais, voilà, sur cette action, il était impliqué, il restait devant son gars, il a fait un contest, il a levé les bras, il a intercepté un ballon. Mais là, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'effort, il est zéro. Bidon. Donc là, c'est un échec total. Il est exactement en train de revivre la même chose qu'à OKC où bah, il vivait les fins de match sur le banc parce qu'il avait zéro impact défensif et un impact beaucoup trop minime en attaque pour compenser le manque d'impact en défense, quoi. Donc là, évidemment, il reste énormément de matchs en saison régulière, hein. Il reste 69 matchs. Tu peux espérer un déclic, une progression, un truc. Mais à l'heure actuelle, il met zéro atout de son côté quand il va falloir négocier son contrat à l'été prochain. Et heureusement, on lui a pas fait signer une prolongation avant le début de la saison régulière. Parce que là, t'imagines, le mec, quand il y avait des rumeurs comme quoi il estimait pouvoir avoir un contrat à 30 millions la saison, mais bah, tu vas le signer ailleurs, mon grand. Parce que là avec ce qu'on voit en ce moment, mais jamais de la vie. Et même à la moitié, ce serait une horreur. Même à 15 millions de la saison, là je dis, ouh, je suis pas sûr, moi, hein. Waouh, je préfère les mettre sur. Je préfère prolonger Kobe White à 30 millions la saison, il les mérite largement plus que Josh Giddey. Mais moi, je serais pas étonné si dans les prochains matchs, Ayo il devient titulaire à la main. Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On savait que c'était pas un bon défenseur. Mais voilà, il avait déjà dit euh, au Media Day, je veux pas être le gars ciblé en défense, je veux faire les efforts et tout. Ben, on les voit pas vraiment, quoi. On les a vus sur 2, 3 matchs. Par-ci, par-là, tu sais, des bribes par-ci, 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Mais ouf, là, il n'y a plus rien.
plus rien du tout. Donc là, mon coco, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Donc moi, je pense qu'il va y avoir de la perte de poste dans pas longtemps. Mais enfin, on va voir. Sachant que là, en plus, on a un back-to-back qui arrive qui va pas être simple. Je pense qu'il va bien se faire exploiter contre Houston. Donc dimanche, on reçoit Houston. Et lundi, on va à Détroit. Donc ouais, ça promet aussi. Ça risque de piquer encore ce back-to-back. En attendant, Matas Bouzelis a été envoyé en G-League parce que les Windy City Bulls, cette nuit, jouent leur premier match à domicile de la saison régulière en G-League. Ils en ont fait déjà 3, mais les 3 étaient à l'extérieur. Donc, c'est déjà prévu que Matas va jouer ce match-là et retrouver l'effectif principal tout de suite après. Donc, voilà, déjà, je ne comprends pas qu'il n'ait pas joué en deuxième mi-temps hier soir, Matas, parce qu'il a fait des très bons passages en première, donc il n'y avait aucune raison qui justifiait, encore plus quand tu as Zach qui met pas un shoot, quand tu as Guidé qui est nul à chier, bah, je sais pas, les mecs qui ont montré de bonnes choses, fais-les jouer, quoi. Je sais pas, putain. Terry, il est revenu, il a été excellent. Phillips, il est revenu, il a fait des super trucs. Guidé, il a fait des bonnes choses en première mi-temps. Remets-le. Remets le rookie, bordel de merde. Je sais pas, non, il a attendu les 40 dernières secondes quand le match était bien bien plié, qu'on était à moins 18. Et puis voilà, quoi. Enfin bref, je sais pas. De toute façon, je pense que Matas, il aura vraiment du temps de jeu plus tard dans la saison. Là, on est encore dans l'optique de essayer de gagner des matchs. Je dis bien essayer, parce qu'évidemment, on ne les gagne pas, hein, là, d'essayer. Mais plus tard dans la saison, où on va absolument pas essayer de les gagner, là, il n'y aura pas de problème, on va le mettre. Mais bon, là, c'est trop tôt dans la saison, donc on verra plus tard comment ça va se dérouler. Bref, voilà, back-to-back, Houston, Cleveland. Houston, Détroit à venir. Cleveland, là, on va arrêter un moment. On les a eu 2 fois dans la semaine, ça suffit. Ils sont toujours invaincus. Et bah voilà, on n'a pas réussi à briser cette série. Euh, donc voilà, on va voir ce que ça donne après ce back-to-back. Ensuite, on se déplace à Milwaukee mercredi. Et ensuite, moi, je me déplace à Chicago pour un autre back-to-back avec Atlanta et Memphis au United Center. Donc ça promet d'être encore quelque chose d'assez hardcore. Et encore plus avec Lonzo Ball qui ne sera pas revenu d'ici là. Donc bref. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match. Et si vous êtes plus sur les trucs qui vous ont gavé, donc la défense, Josh Giddey, etc., ou plus retenir les trucs positifs comme voilà, les 32 passes, Kobe, Patrick Williams qui a été extraordinaire. Il y a des trucs bien, des trucs moins bien, donc du coup tu sais pas trop, est-ce que je m'énerve, est-ce que je suis dans le positif, tu vois, je, je sais pas trop, je suis un peu au milieu, donc voilà, je sais pas vous, si vous êtes plus d'un côté ou plus énervé, plus ok, bon bah voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis bah voilà, on va suivre le back-to-back de dimanche et lundi, et puis on se retrouve après ça pour débriefer tout ça. Donc d'ici là, portez-vous bien, bon week-end, et à très bientôt. Ciao, go Bulls.